Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, l'Ouganda bloque Internet avant le double scrutin présidentiel et législatif de jeudi. Élections au terme desquelles Yoweri Museveni, président depuis 40 ans, aspire à un nouveau mandat alors que 3 Ougandais sur 4 n'étaient pas nés lors de son arrivée au pouvoir en 1986. Le gouvernement soudanais de retour à Khartoum, une réinstallation symbolique 3 ans après avoir été chassé par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Sur place, la population semble reprendre espoir, vous le verrez dans un reportage. Enfin, coup d'envoi mercredi des demi-finales de la CAN. Le Maroc affrontera le Nigeria, l'équipe la plus impressionnante de la compétition. Dans l'autre match, l'Égypte fera face au Sénégal et à Dakar, les commerçants comptent surfer sur le bon parcours des Lions. Reportage de notre correspondant à suivre. Je le disais en titre, blackout sur Internet à 2 jours des élections présidentielles et législatives en Ouganda. Une élection qui se joue aussi et peut-être surtout chez les jeunes. Près de 3 personnes sur 4 ont moins de 30 ans. Cette génération n'a connu qu'un seul homme au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni. Son vote pourrait être décisif. Alors sur les réseaux sociaux, dans les QG politiques ou dans la rue, les jeunes Ougandais s'engagent chacun pour son candidat et avec ses moyens. Le reportage de notre envoyé spécial à Kampala, Juliette Monti. Semaine d'élection en Ouganda. Au siège du principal parti d'opposition, de jeunes militants s'activent pour que chaque votant soit enregistré. Nous essayons de distribuer les différents registres dans chaque district. Ce que vous voyez ici, ce sont des listes avec les noms et les photos des électeurs. C'est beaucoup de travail, mais c'est ça justement l'importance de la jeunesse. Nous sommes bénévoles ici parce que nous voulons un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui travaille pour nous. Alors que la campagne touche à sa fin, les jeunes s'investissent plus que jamais pour leur candidat. Le groupe Gen Z pour Museveni soutient la continuité. Au programme aujourd'hui, l'enregistrement d'un podcast. Nous allons parler de la sécurité et de son impact sur les jeunes, des opportunités d'emploi, de la création de richesses, bref, de tous ces sujets qui concernent la génération Z en Ouganda. 73% de la population du pays a 30 ans ou moins. Le vote jeune sera décisif. Alors ces militants utilisent les codes de leur génération. Nous organisons des sessions en direct avec différentes personnalités, surtout des influenceurs. Et nous invitons des jeunes de la génération Z à y participer. Il y a toujours une dimension divertissante. C'est drôle mais aussi éducatif. On y parle de l'actualité. Nous retrouvons des supporters de Bobi Wine au départ d'un meeting. Pour eux, l'engagement se poursuivra après un scrutin dont ils contestent déjà l'issue. Nous allons vers cette élection avec un vote de protestation pour montrer au régime que s'il ne respecte pas le processus, s'il le gère comme les élections de 2011, de 2016 ou 2021, cette fois les choses seront différentes. Nous sommes prêts à manifester dans le cadre de la loi. Pour toute une génération qui n'a connu que Museveni au pouvoir, c'est aussi dans la rue que se joue la politique. Après 3 ans d'exil forcé à Port-Soudan, le gouvernement soudanais annonce son retour à Khartoum, un retour qui marque un tournant pour le pays. Dans la capitale soudanaise, la vie reprend son cours et l'espoir renaît chez les habitants, alors qu'1 million d'entre eux sont de retour depuis la reprise de la ville par l'armée régulière en mars dernier. Ludovic de Foucault. Un répit dans la guerre pour les habitants de la capitale soudanaise. Dans les premiers mois du conflit qui a éclaté au printemps 2023, le gouvernement soudanais s'était replié à Port-Soudan dans l'est du pays. Son retour redonne des couleurs à Khartoum. La vie est en quelque sorte redevenue normale. Les choses sont revenues comme avant. Les rues étaient vides et il n'y avait personne, mais maintenant il y a du monde et de l'animation dans la rue. Plus de 3,5 millions de personnes avaient fui la ville, mais depuis que l'armée régulière l'a reprise en mars, 1 million d'habitants sont revenus. La décision du Premier ministre de revenir dans la capitale a entraîné une activité importante dans la ville. Les universités ont rouvert leurs portes, entraînant un afflux inhabituel de résidents à Khartoum. Hôpitaux, aéroports ou centrales électriques restent dévastés. L'ONU estime à environ 350 millions de dollars le coût de la réhabilitation des infrastructures, alors que l'économie nationale est exsangue à cause des dépenses militaires et de la chute des revenus liés à l'or et au pétrole.
L'économie soudanaise vit des moments extrêmement difficiles. Nous avons perdu toutes nos sources de revenus au début de la guerre. Les autorités ont amorcé la reconstruction de certains quartiers malgré les frappes de drones répétées des FSR. Les FSR, forces de réponse rapide issues de l'armée mais qui veulent renverser le gouvernement, dominent désormais toute la région du Darfour, soit un tiers du territoire soudanais et, avec leurs alliés, certaines zones du sud. Les FSR concentrent désormais leurs efforts sur la région du Kordofan au centre du pays dans le but de capturer des villes qui les rapprocheraient de Khartoum. On en vient à cette sanction infligée par les autorités au pouvoir au Niger envers une trentaine d'opérateurs de transport et de chauffeurs routiers. Ils ont vu leur licence être révoquée. La raison, leur refus de transporter du carburant vers le Mali voisin qui fait face à des pénuries en raison d'un blocus djihadiste. Un refus qui s'explique par la dangerosité des routes. Les détails avec notre correspondant régional Harold Girard. En plus des sanctions contre eux, le régime militaire de Niamey a décidé, via une note du ministère des Transports, de détailler les noms de ces transporteurs qui n'ont désormais plus le droit de convoyer des hydrocarbures au Niger, mais aussi certains noms des chauffeurs, des conducteurs de ces engins qui se sont vus retirés par les autorités leur permis de conduire. Une mesure drastique du gouvernement qui fait suite au refus de ceux-ci d'obtempérer en réalité, d'emprunter les itinéraires suggérés du Niger vers le Mali et d'y convoyer bien justement des hydrocarbures, du carburant en réalité pour la vie de tous les jours des Maliens qui font face à de nouvelles pénuries très intenses depuis plusieurs semaines maintenant. Ces pénuries, elles trouvent leur origine dans le blocus imposé par le JNIM depuis plusieurs mois au Mali. Le groupe terroriste lié à Al-Qaïda attaque régulièrement les convois de carburant au Mali, particulièrement dans la partie sud du pays. Alors de leur côté, les transporteurs nigériens justifient leur refus d'obtempérer par la dangerosité justement des axes commerciaux entre le Niger et le Mali, une zone à l'intérieur du Sahel central gangrénée depuis plusieurs années par la violence djihadiste et où plusieurs centaines de personnes qui opéraient dans ce secteur du commerce international ont malheureusement trouvé la mort. En bref, les États-Unis annoncent avoir livré du matériel militaire au Nigeria pour l'aider dans sa lutte anti-djihadiste. Une annonce qui intervient 15 jours après avoir indiqué avoir mené des frappes aériennes contre l'État islamique dans le nord-ouest du pays. Donald Trump avait accusé le groupe djihadiste de persécuter les chrétiens victimes d'un génocide et s'était félicité d'avoir mené ces frappes le jour de Noël. Allez, on ouvre notre page Coupe d'Afrique à un jour des demi-finales de la CAN. Parmi les deux matchs, un alléchant Maroc-Nigeria. Les Lions de l'Atlas, qui rêvent d'un sacre à domicile 50 ans après leur dernier succès, devront d'abord écarter les Super Eagles de leur route. Les coéquipiers de Victor Osimhen ont fait forte impression depuis le début de la compétition avec 14 buts inscrits. Les sélectionneurs des deux équipes étaient d'ailleurs en conférence de presse ce mardi. Je vous propose de les écouter. Bien sûr, c'est un match important contre le Maroc. C'est la demi-finale. L'Algérie était notre plus grand défi. Puis le Maroc est le plus grand défi. Chaque match est le plus grand défi pour cette équipe. Parce que les attentes sont très élevées. Nous sommes donc prêts pour ce match, pour tous les matchs que nous jouons. Nous jouons chaque match comme si c'était le dernier et nous donnerons tout ce que nous avons. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent, contre une des équipes les plus fortes du continent. Et ça va être un gros match, comme une finale des deux côtés. Il y a un Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria, ça aurait pu être Maroc-Égypte, Sénégal-Nigeria. Voilà, c'est les 4 meilleures équipes, je pense, du continent actuel. Et comme le disait Walid Regragui, l'autre demi-finale opposera le Sénégal à l'Égypte, un match important pour les coéquipiers de Sadio Mané, mais aussi pour les commerçants sénégalais. Revendeurs de maillots, régies publicitaires, agences de voyage, ils espèrent tous réaliser de bons chiffres d'affaires si les Lions de la Teranga se hissent en finale. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. À quelques heures du match contre l'Égypte, Babacar, floqueur, est enthousiaste. Une victoire du Sénégal ce mercredi lui permettrait d'écouler son stock des maillots des Lions de la Teranga. Le prix du flocage a augmenté à cause de l'évolution du Sénégal dans la compétition et qu'on veut qu'il gagne et que notre business continue aussi.
Comme Babacar, ils sont nombreux à miser sur une qualification du Sénégal en finale pour faire fleurir leurs activités. C'est le cas de El Hadj, directeur général d'une régie publicitaire. À travers des caravanes publicitaires, des animations de fan zone et des campagnes d'affichage, la CAN est l'occasion pour son entreprise de réaliser des plus-values. C'est un événement qui nous permet de gagner 20 à 25% de plus que dans une année normale. Notre destin est lié par rapport à cette équipe nationale du Sénégal. Donc c'est pour ça que nous croisons les doigts, nous prions. Voilà, nous sommes supporters numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal. Cette agence de voyage et d'événementiel pronostique également une victoire du Sénégal ce mercredi. Elle propose des packages, voyages, hôtels et tickets pour suivre les matchs du Sénégal à cette CAN au Maroc. Depuis même la veille du début de la CAN, on amène les supporters au Maroc et on espère qu'effectivement, si le Sénégal se qualifie, il y aura un rush. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui voudraient aller au Maroc pour assister à la finale. Et vraiment, donc, notre carnet de réservation est toujours ouvert. Nous continuons à recevoir des demandes dans ce sens. En cas de victoire face à l'Égypte, le Sénégal se qualifiera pour une 3e finale en Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières éditions. Une performance historique pour les Lions. Éliminée au premier tour de la CAN, la sélection gabonaise avait immédiatement été suspendue par la fédération et les vétérans Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwelemanga avaient été mis à l'écart. L'affaire avait fait grand bruit sur le plan national et international, mais aujourd'hui, coup de théâtre, la fédération a fait volte-face et annule ces mesures. Les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé. La décision avait été vécue comme une injustice par des supporters gabonais. Après 3 défaites en phase de groupe, le ministre des Sports par intérim de l'époque avait suspendu la sélection nationale, dissous le staff technique et prononcé la mise à l'écart définitive des vétérans et capitaines Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwelemanga. Mais entre-temps, la donne a changé avec un remaniement ministériel et l'arrivée d'un nouveau ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, lui-même ancien international, et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, déjà marquées par le tirage au sort. Le pays ne veut pas se jeter dans la bataille sans une équipe et surtout ses principaux joueurs les plus expérimentés. Le nouveau ministre des Sports invoque donc l'urgence des prochaines échéances pour justifier ce revirement. La fédération est sommée de reconstruire un nouveau staff et Pierre-Emerick Aubameyang est réintégré ainsi que Bruno Ekwelemanga. Cette réhabilitation express ouvre cependant une période d'incertitude quant à l'avenir de ces joueurs en sélection. Accepteront-ils de revenir après une mise à l'écart brutale et publique? Leur statut de légende du football gabonais reste intact, mais leurs relations avec la Fédération gabonaise de football ont été ébranlées. Les principaux concernés n'ont pas encore réagi à ce rétropédalage des autorités. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eux été éliminés en quart de finale, mais continuent pourtant de bénéficier d'un large soutien populaire avec la Coupe du Monde en ligne de mire. La ferveur autour des éléphants dépasse les stades. Pour preuve, le titre que vous voyez, Même pas peur, du groupe Magic System en collaboration avec Didi B. Macabara Abidjan les a rencontrés. Regardez. Éliminés en quart de finale, les éléphants ne perdent pas leurs supporters à Abidjan. Comme en ligne, le message est clair, le soutien est sans condition. Malgré la défaite des Ivoiriens, des éléphants à la CAN, nous, Ivoiriens, on reste toujours mobilisés derrière nos joueurs pour ce mondial qui s'annonce très prochainement. Et donc, on peut dire en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, on a un thème pour dire découragement n'est pas ivoirien. On poursuit en fait notre mobilisation pour soutenir nos éléphants. Le titre Même pas peur de Magic System, l'hymne officiel des éléphants, a accompagné les Ivoiriens tout le long de la compétition. Le succès de la chanson vient de sa simplicité, des scènes de rue, un baka, des visages familiers, une image que les Ivoiriens reconnaissent et qui partagent leur quotidien. L'objectif premier, comme je l'ai dit, c'était d'apporter déjà un soutien à d'abord toutes les équipes africaines qui partent à la Coupe du Monde, puisqu'on parle de l'Afrique. Mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, ça commence déjà par nous, notre équipe nationale, qui est aussi présente à la Coupe du Monde. Donc, objectif, c'est d'arriver au minimum en quart de finale à la Coupe du Monde. Et pourquoi pas titiller un peu les plus grands en demi-finale.
tu vas en bataille, c'est juste pour gagner, c'est pas pour perdre. Donc je pense que nous, on nous encourage parce que voilà, nous on est des éléphants chanteurs et c'est des éléphants footballeurs. Et voilà, c'est des trucs qui vont ensemble. Donc je pense qu'on les accompagne, on va les accompagner à la Coupe du Monde pour qu'ils sortent quand même gagnants. La tête haute. La tête haute, voilà. Élimination ou pas, les supporters restent unis et attendent donc avec impatience de soutenir les éléphants lors du mondial. Vous l'aurez compris, découragement n'est pas ivoirien. C'est la fin de cette édition et on va se quitter justement sur la musique de Magic System et Didi B.